Alors moi c'est Sabri, je suis enseignant en microtechnique au lycée Jean Rostand. On a monté un Fab Lab au lycée. Voilà, je voyais aussi toutes les initiatives à droite à gauche sur l'impression 3D. Je ne pouvais pas faire ça chez moi, qui a eu cette motivation qui s'est créée à Saint-Denis, là où j'habite. Donc voilà, j'ai ramené 2 imprimantes du lycée qui tournent. Vu la motivation et vu le nombre de demandes, je suis encore repassé hier rechercher 2 autres imprimantes et un peu de matériel. Le proviseur a été top en me laissant venir chercher tout ça. J'ai un autre collègue qui fait tourner 5 imprimantes aussi chez lui. Je trouve ça assez fou ce qu'on a réussi à faire là, en très peu de jours avec tous les motivés d'une entreprise, quoi. Moi, ce qui m'a motivé à faire ça, c'est de voir notamment une dame de Saint-Denis du supermarché qui est décédée, une caissière. Et ça a un peu été le déclencheur en me disant que c'est forcément les précaires et le 93, c'est un peu comme dans l'éducation, qui est vraiment bon. Donc voilà, ça fait super plaisir d'avoir rejoint l'aventure. Moi je suis Gwenaëlle, j'habite dans le quartier, je travaille dans une mairie, j'ai décidé de poser une semaine de congé pour être utile autour de moi. J'ai passé plusieurs heures à regarder ce qu'il y avait sur internet comme initiative locale et je me suis inscrite. Voilà, j'ai pensé que créer des masques, j'ai vu qu'il y avait des nécessités un peu partout, dans les EHPAD, dans les milieux psychiatriques, à l'hôpital, et aussi sur les distributions de denrées alimentaires pour les migrants qui sont confinés dehors. Et ça m'a motivée pour travailler notamment ici, qui est un point stratégique aussi pour être en lien avec d'autres associations et je suis très contente d'être utile. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de 16prod.com, 16prod. Et aujourd'hui, nous avons décidé de donner la parole à une initiative, à une réaction qui a eu lieu dans le 93 à Saint-Denis. En effet, une quarantaine de bénévoles se sont mobilisés pour produire des masques. Vous savez, le 93 à Saint-Denis, nous sommes la région la plus touchée. Alors, ces 40 bénévoles se sont mobilisés pour produire, grâce à des imprimantes 3D, à réunir toutes ces avec une énergie incroyable, et nous avons décidé de soutenir cette action. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'interviewer les dirigeants du Point Carré, parce que toute cette dynamique tourne autour du Point Carré. Pourquoi? Vous allez vite le comprendre. Donc j'ai demandé à son président et à son directeur de nous expliquer un petit peu cette histoire et aussi de nous inciter, de nous inviter à les soutenir dans leur action. Alors, j'ai donné la parole à Élie Prévéral, qui est le directeur, et Sylvain Lapoix, qui est le président. Le Point Carré est une coopérative située au cœur du Grand Paris, dans le 93, à Saint-Denis. Par la coopération avec l'action sociale, culturelle et économique, elle devient une actrice innovante et motrice dans le développement de sa ville, de sa région. C'est un Fab Lab, une boutique de production locale et un café. Au 15 mars, tout s'arrête suite au confinement. La petite usine à protection se forme. Et au bout d'un moment, on s'est quand même dit, au bout de 2-3 jours, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'utile? Comment on peut mettre au service notre société coopérative pour éviter la diffusion du Covid? Et on a un Fab Lab. Et on peut produire, avec les machines du Fab Lab, des visières de protection. Donc, on a fait un appel à bénévoles, progressivement, pour pouvoir essayer de lancer quelque chose comme une petite production. Et c'est là où Sylvain a pris beaucoup plus la main que moi pour progressivement monter tout ce beau travail de bénévole. Effectivement, on s'est coordonné en fait avec l'équipe du Point Carré, mais sans l'équipe du Point Carré. C'est-à-dire que sur place, il y a quasiment eu personne du Point Carré. Ça a commencé par un bénévole, en l'occurrence Nathan, qui travaille aux médiathèques de Pleine Commune, qui a répondu à cet appel à bénévolat. Je lui ai passé les clés par ma fenêtre. Il a été ouvrir le Point Carré tout seul. Il a regardé les machines, commencé à faire des tests sur des modèles de visière. En l'occurrence, c'est des modèles de visière RC3, donc avec une visière longue, très protectrice, qui est notamment utilisée pour renforcer la protection des personnels hospitaliers dans le cas des intubations, en urgence, SAMU, réanimation. Et il a commencé à voir ce qu'il pouvait faire avec le matériel qui est sur place. Il m'a mis ma clé dans la boîte aux lettres, je lui ai repassé par la fenêtre le lendemain, et ainsi de suite pendant quelques jours, jusqu'au jour où Nathan a gardé ma clé
donc Maclé du Poincaré, s'est rendu tout seul à la coopérative et au Fab Lab pour continuer les tests. Il a été rejoint assez vite par Sébastien Camille, qui est une figure assez connue de la nuit dionysienne et du jour à Saint-Ouen, puisqu'il travaille comme médiateur scientifique, en l'occurrence à l'Atlas, donc qui dépend de la mairie de Saint-Ouen, lui aussi qui est un maker spécialisé dans l'impression 3D et autres techniques de fabrication, et qui est venu lui filer un coup de main pour continuer les tests. Et progressivement, eh bien, Nathan, qui n'est pas de la coopérative Poincaré, Sébastien, qui est un membre du réseau et de la communauté Poincaré, ont commencé à faire tourner la boutique en nous demandant conseil, en échangeant avec nous, en nous faisant part de leurs résultats. Et la communauté des bénévoles s'est élargie avec des proches de Nathan, des internautes qui nous ont contactés via Facebook. Et puis, progressivement, s'est mis en place un formulaire, des petits posts, un journal de confection que je tiens histoire de raconter un petit peu comment ça se passe, et puis une communication, et puis des prises de contact aussi avec les institutions qui pouvaient en avoir besoin. Et c'est là où ça a commencé à prendre une ampleur un peu différente. Combien de masques produits ? Alors, de masques produits, on peut pas, de visières, pardon, parce que nous, on ne fait pas des masques, c'est important. Les masques, on n'est pas sur des protections de bouche, c'est vraiment protection de toutes les voies aériennes du haut du corps, y compris, enfin de la tête, y compris les yeux. Donc, c'est des visières de protection, c'est des serre-têtes plus ou moins serrées au niveau du front, avec des visières qui descendent soit jusqu'au menton, ça c'est les Europe 888, des visières légères, soit jusqu'au bas du cou, ça c'est les visières RC3, c'est les visières complètes. Donc à ce jour, on a produit beaucoup de visières, je ne pourrais pas dire exactement combien parce qu'il y a eu de la casse, parce qu'il y en a qui ont été au début livrées pour test, mais depuis lundi, on a fait le calcul tout à l'heure, on a livré plus de 560 visières de tous les formats avec le Poincaré. Et si on compte également les visières qui ont été produites par d'autres Fab Labs, d'autres médiathèques, d'autres makers à travers le 93 et à Paris et qui étaient passés par nous, ça fait pas loin de 700-800 visières en tout qui ont été distribuées en passant par nous, soit en commande, soit en production directe. C'est une action qui part sur la capacité des gens à mobiliser ce qu'ils ont comme matériel ou comme matière première. Donc, par exemple, le parc de machines qui permet de produire, une partie du parc de machines a été donné par les médiathèques de pleine commune. Ça, c'est assez incroyable. Faut imaginer qu'après le confinement, les médiathèques de pleine commune ont fermé et toutes les médiathèques de pleine commune, pratiquement, ont maintenant des imprimantes 3D. À la place de les faire dormir, pleine commune a fait ce choix assez intelligent de les permettre de les mettre à la coopérative Poincaré pour qu'on puisse produire des visières. Et donc ça a été un moment, ça a été un retournement de l'action pour nous complètement. On est passé de 2 machines à 10 machines. Là, ça ne peut rien avoir. Et surtout, ils ont fait un deuxième truc, les médiathèques, qui est assez incroyable, c'est qu'ils ont permis une facilité que les médiathéqueurs, en chômage partiel, puissent faire du bénévolat. Il y a une facilité. Et du coup, ils ont fait tourner des messages. Donc, on a pu constituer l'usine, qu'on appelle notre petite usine fabrication de visières de protection, grâce à ça, aux machines. Et après, en termes de matière, on a utilisé au début les matières premières du Poincaré. C'est-à-dire que le Poincaré a mis à disposition ses matières premières. Donc, le PLA, qui est les filaments nécessaires aux imprimantes 3D, le plexi, qui est nécessaire à la laser, avec 2 méthodes de production. Et après, on a cherché, des gens nous ont offert des élastiques, des gens nous ont offert des rhodoïdes, donc c'est des feuilles transparentes, de 100 microns, par exemple. Donc, pour l'instant, on a tourné comme ça. Et on a aussi acheté. Parce que l'ambition du projet, progressivement, bénévole, fait qu'on livre de plus en plus, de jour en jour. Donc, on a dû se refournir en matière première. Donc, on a eu des dons de l'harmonie municipale. Tu dis, hein, si je me trompe, on a eu des dons de différentes structures. Et ça, c'est assez fabuleux. C'est une vraie chaîne de solidarité qu'on a créée. On a dû compléter, voilà, progressivement par des achats auprès de fournisseurs qui sont à Stein et à Gonesse. On a eu des prêts de la part d'enseignants, des imprimantes 3D qui viennent en fait d'établissements scolaires. Et comme le soulignait Elie, c'est très important à rappeler, mais tout ça s'est fait vraiment dans l'agglo, Saint-Denis principalement, mais également autour. On a toute une chaîne de solidarité qui en fait de proche en proche
par cette contamination positive du bénévolat et de toutes les personnes qui ont participé à ce collectif, ont commencé à assurer à la fois l'approvisionnement en travail, en main-d'œuvre, entre guillemets, en réseau, en matériel, et puis également en finance. Jusqu'ici, on distribuait un peu au cas par cas, c'est-à-dire on avait une demande ici, une demande là, un EHPAD qui nous demande un coup de main, un centre médico-social qui a besoin de protéger ses agents, le conseil départemental, par exemple, qui a besoin de protéger les agents du service sanitaire et social. Et puis, on avait aussi des contacts avec les structures hospitalières. Hier, on a eu une lettre du DRH de Delaf, donc de La Fontaine, le centre hospitalier de Saint-Denis-Gonesse, qui est un des plus gros établissements du département, et à qui on avait remis des échantillons de nos visières RC3 pour évaluation auprès du service d'hygiène, ce qui est un préalable essentiel pour les mettre à disposition des équipes hospitalières. Et en l'occurrence, on a eu le go. Et le go, c'était pas on en veut 50, on en veut 100, on en veut 150. La demande de Delaf, la demande de monsieur Rouault, donc qui est le DRH, c'était nos équipes ont besoin de toutes les visières que vous pourrez produire. Donc là, on arrive à un palier qui n'a plus rien à voir, c'est-à-dire que concrètement, on a potentiellement une demande de la part d'un service d'urgence, des services de réanimation, d'un énorme pôle hospitalier pour Plaine Commune, le principal pôle hospitalier de Plaine Commune, qui nous dit tout ce que vous pouvez, on le prend. Et le problème, c'est que là, concrètement, à côté de cette demande énorme, les besoins en matos deviennent considérables. Et là-dessus, Élie, tu as une meilleure vue que moi, donc je vais te laisser compléter. Et donc là le changement d'échelle, ce qui est assez surprenant, c'est qu'une activité, une intention bénévole, une intention solidarité locale se transforme en moyen de production de visières de protection pour le milieu médical territorial. Là, ce n'était pas du tout prévu et ça change toutes les échelles. Aujourd'hui, on a 25 bénévoles qui permettent de faire tourner cette usine autogérée, fondamentalement, avec des gens qui connaissent les machines, avec des gens qui permettent les livraisons, avec des gens qui permettent l'approvisionnement, avec des gens qui permettent même financièrement un petit peu de tenir tout ça. On a dû passer et changer d'échelle parce que la production se développant, on a dû acheter de plus en plus de matières premières. On peut pas, la chaîne de bénévolat, la chaîne de dons est incroyable, mais ne permet pas de couvrir tous les besoins de l'hôpital territorial qui est de La Fontaine. Et heureusement, je ne sais pas comment on aurait fait. D'ailleurs, souvent, on est en flux tendu, en rupture de stock. Les matières nous manquent. Donc, de plus en plus, on doit commander. Et donc, on a ouvert il y a 4 jours une cagnotte Litchi pour financer l'achat des matières premières, pour payer l'EDF, pour payer Veolia. Pour encore. Ça, c'est important. Et ça, c'est la condition pour nous, pour qu'on puisse rester en gratuité pour les établissements hospitaliers. C'est un choix qui a été fait depuis le début, alors qu'il n'a pas été forcément très raisonné au début, qui était de dire ce qu'on fait, c'est gratuit. Donc, on le fournit gratuitement. Mais cette gratuité, on doit à un moment pouvoir payer les matières premières. Voilà. Donc, fondamentalement, aujourd'hui, on est à 2000 €. Voilà. Il y a 60 contributeurs, pas loin de 60 contributeurs, sur des petites contributions. Ça va de 10 € à 60 €. Il y a 60 €, une personne qui avait 60 €. C'est surtout des contributions. Donc, c'est vraiment la solidarité locale. Les gens qui ont dit c'est super ce que vous faites, allez hop, je mets une petite pièce dans la machine. Quoi. C'est comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui. Sur le réseau, où vous trouvez ? Tout est sur Facebook. En l'occurrence, sur Facebook, il y a les liens pour vous porter bénévole. On gère également les contacts pour tout ce qui est don de matières premières, parce que acheter, c'est pratique, mais c'est vrai que si on a de la matière première directement disponible, ça économise le temps de commande, le temps de livraison, etc. Donc, c'est pas mal non plus. L'important, c'est juste de se mettre en contact avec les gens qui sont à la prod pour savoir ce qui est vraiment adapté. Tout ce qui est consommable direct, ça, on en a un besoin permanent. Et après, pour ce qui est de la cagnotte Litchi, vous la trouvez dans tous les posts quasiment depuis maintenant 3-4 jours. Et elle tourne très très bien. Les autres ressources possibles ? Donc, si jamais il y a éventuellement d'autres dons, notamment je pense aux fondations qui peuvent avoir des projets dans ce genre-là, qui veulent encourager une initiative territoriale. On se coordonne avec tout un réseau. Quand on a une demande qui vient de Paris, on ne dit pas non.
on la réachemine vers des gens de Paris. Quand on a une menthe qui vient de l'autre bout du département, donc on essaie de redistribuer comme ça un petit peu les commandes. Vous vous concentrez sur le 93. C'est important pour nous de rester concentré sur le 93. Il y a beaucoup de besoins. C'est un département qui est un désert médical. On essaie d'être à la hauteur de l'enjeu pour un département qui en a besoin, et en l'occurrence pour Plaine Commune. Et on réussit à le faire parce qu'il y a plein de gens formidables à Plaine Commune qui nous filent des coups de main, qui nous donnent du pognon et qui nous donnent des machines pour pouvoir continuer de faire tourner l'usine, quoi. Donc merci à tous ces gens-là. Où en est-on? En fait, on a fait le compte aujourd'hui et on a livré plus d'une vingtaine d'institutions. Donc, il y a des hôpitaux, je pense par exemple à l'hôpital Avicenne à Bondy, donc le CH Saint-Denis, de La Fontaine, Casanova également. On a livré la clinique de l'Estrée et encore merci beaucoup à toutes les équipes qui nous ont fait confiance, à Monsieur Rouault, à De La Fontaine, également à Monsieur Carré, à l'Estrée, qui nous a accueillis vraiment à bras ouverts, enfin avec la distance et tout, mais à bras ouverts quand même, pour que ces équipes d'urgentistes aient tout le matos. On a aussi les Restos du Cœur, on a le comité Solidarité Migrants Wilson qui a récupéré des visières. Et en fait, il y a plein d'autres gens, je les oublie. Il y a l'EHPAD des Lauriers Nobles à Saint-Denis, il y a la liste n'en finit plus. Il y a l'EHPAD d'Aubervilliers également qui a récupéré, il y a plein de gens. Et ce que je voulais dire, c'est que nous, on est vraiment la petite usine qui tourne derrière, mais les grosses usines et les gros lieux où ça se passe, c'est surtout dans ces institutions et ces organisations-là. Et je voulais vraiment remercier beaucoup tous ces gens-là pour leur accueil, parce que vu les histoires que ces gens-là m'ont racontées sur leurs conditions de travail, sur ce qu'elles vivaient au quotidien, sur le stress, en fait, se dire qu'on va peut-être leur filer un petit peu de confiance et un petit peu de sécurité pour aller au boulot, c'est un énorme honneur, parce que concrètement, je ne sais pas si je serais capable. Voilà, je suis dans mon petit fauteuil de récup, là, dans mon appart et tout, et je sors avec ma petite voiture pour aller livrer des visières, mais je ne sais pas si je serais capable d'aller dans les salles d'opération et de faire tout ce que ces gens-là font. Donc, bravo à tous ces gens-là, aussi les gens en EHPAD qui font un travail remarquable. Et moi, je suis fier. Que se passera-t-il au moment du déconfinement? Ça va aussi être le moment de faire un peu le bilan de ce qu'on a appris pendant cet épisode. Et moi, ce que j'ai trouvé formidable, c'est vraiment la circulation d'informations entre les collectifs de makers. Il y a plein de choses qui ont été faites aussi sur les masques en tissu, sur des patrons de masques en tissu qui ont été partagés, commentés, évalués par des institutions hospitalières, par des institutions sanitaires. Donc, je pense qu'il y a une vraie expérience acquise là et qu'il ne faut pas laisser tomber. C'est un beau symbole pour tout ce qui est du domaine coopératif, mais aussi ce qui est du domaine de l'open source, de l'open data, tout ce qui est de cette culture du partage et du partage d'informations d'intérêt général, qui là a montré son efficacité, voire qui a montré son caractère presque vital dans un moment où d'un coup, toutes les béquilles économiques, toutes les béquilles institutionnelles tombent les unes après les autres, et finalement, la seule chose sur laquelle on peut compter, c'est des réseaux de solidarité, des réseaux de production et des compétences et des savoir-faire. Et ces savoir-faire, ils existent y compris dans le 93. Et là, on l'a montré. Et plein de gens dans le 93 le montrent aussi. Je pense aux copains et copines de l'atelier solidaire de Saint-Ouen qui ont produit comme des brutes pendant 10 jours, qui sont rincés, que des bénévoles là encore, avec encore moins de machines, qui ont fait un travail remarquable. Livré à vélo, pareil avec Fabula Bleu à Lys-Saint-Denis. Voilà, c'est des gens qui au départ ne faisaient pas ça, mais qui avaient le savoir-faire, qui ont fait circuler les infos, qui ont récupéré les infos. Et grâce à tout ça, on peut vraiment améliorer et combler plein de problèmes et plein de négligences dont malheureusement le 93 est particulièrement victime. Et ça marche. Et pour moi, le bon truc, c'est quand on va déconfiner, il ne faudra pas oublier que ça a marché dans ce moment-là. Donc, on peut faire marcher plein de trucs comme ça. C'est une super expérience et c'est une belle leçon qu'il ne faudra pas oublier tout de suite après. Parce que les problèmes ne seront pas finis, il y aura d'autres confinements, il y aura peut-être d'autres crises dans ce genre-là. Et là, on a plein de solutions qui sont mises en place. Il faudra juste prendre note, garder les liens et garder les liens aussi bien Internet que les liens humains que ça a pu tisser. Une victoire de la coopération?
il y a quelque chose qui est assez surprenant, c'est l'ADN du Poincaré, c'est cette alliance, une collectivité des habitants, des entreprises, différentes sources d'action qu'on a réussi à coordonner. C'est-à-dire qu'on a une partie quand même du matos qui vient d'un lycée, l'autre partie vient des médiathèques, l'autre partie vient du Poincaré, on a des bénévoles qui viennent de partout, et du coup on réinvente une gestion territoriale par coopération. Et ça, c'est extrêmement important. C'est pas d'un côté l'entreprise et d'un côté la collectivité. C'est pas d'un côté l'association et d'un côté l'entreprise. C'est un moment de collaboration complet et de coopération. Ça, c'est hyper important. C'est un partenariat public-privé qui, pour le coup, est au service d'un territoire et pas du surendettement. Et ça, c'est extrêmement important. Voilà. Donc ça, en effet, il ne faudra pas l'oublier dans la relation qu'on peut avoir les uns les autres. Voilà. Et ça a permis aussi de montrer pour moi que les Fab Labs avaient un caractère d'intérêt général. Ce qui était au début, ce qui était vu comme un milieu un peu geek, un milieu un peu étrange, un milieu d'avant-garde, mais finalement un peu des fois décroché des réalités sociales, là était au cœur d'une problématique sociale et d'un besoin social primordial, qui a été le cœur d'une production territoriale. Et ça c'est quelque chose qui est extrêmement important, la démonstration du dialogue. Même je pense que pour le Poincaré, ça fait changer les regards. Ça fait changer les regards de la structure ces derniers jours. Ouais, j'ajouterais juste sur ce point, pour aller dans ton sens, Elie, c'est un regard qui a changé très très vite. Et là où je suis en contact avec pas mal d'institutions hospitalières, médico-sociales, et là-bas, dans ces structures-là et auprès de ces professionnels-là, ces soignants, ces soignantes qui sont sur le pont, notre aide est apparue comme parfaitement légitime et à aucun moment elle a été remise en question. Dans ce niveau de besoin, la compétence et la capacité de production que représentaient les Fab Labs a été considérée comme un vrai élément de la chaîne d'approvisionnement des structures de soins. Et c'est assez fou parce que le scepticisme, finalement, le seul scepticisme qui reste, c'est au niveau d'autres institutions qui regardent ça, encore une fois, comme un gadget, comme une façon de valoriser la technologie sur leur territoire. Ce que c'est aussi, enfin, pas un gadget, mais une façon de valoriser la technologie sur le territoire et de valoriser les savoir-faire. Mais c'est aussi potentiellement un lieu de production qui peut s'intégrer dans des chaînes de services publics, de services essentiels. Et ça, les soignants et les soignantes, à aucun moment on m'a dit « mais c'est quoi votre histoire de Fab Lab ?» Tout ce qu'on m'a demandé, c'est « est-ce que vous pouvez nous donner des échantillons pour qu'on voit si ça correspond à nos critères d'hygiène ?» Et en l'occurrence, c'est De La Fontaine qui a dit « oui, c'est bon, vous pouvez nous en livrer plus, ça, on en a besoin. » Donc c'est la preuve que les professionnels n'ont pas hésité une seule seconde dès le moment où on a prouvé que c'était valable et que ça a vraiment aidé à un niveau d'intérêt général et un service public essentiel. Merci, j'espère que cela vous a intéressé, cela vous a motivé et que vous allez les soutenir dans leur initiative. N'oubliez pas, vous pouvez les joindre sur Facebook, vous pouvez soutenir sur Litchi. C'était Luis Gomez pour 16 Prod TV. Nous soutenons la petite usine de la protection. Bon courage, restez chez vous. À bientôt.